Bonjour à tous, je suis Natacha donc de la chaîne AstroTradi et je viens vous parler donc aujourd'hui de la nouvelle lune. Alors la nouvelle lune qui se situera donc dans le signe de la Vierge, donc qui aura lieu le 21 septembre à 21h54 heure de France et ce sera donc la deuxième nouvelle lune en Vierge donc que nous ayons eu durant le mois de septembre. Alors c'est la raison pour laquelle elle prend ici toute son importance puisqu'on a vraiment baigné dans ces énergies vierges pendant tout ce mois et là on vient clore une situation. Alors, nous avons eu déjà une nouvelle lune, comme je disais, donc qui a eu lieu le 23 août dernier, à 0 degré de la Vierge. Donc là, on commençait à entrer donc, dans toutes ces énergies. Alors déjà, on peut se rappeler qu'est-ce que les énergies vierges. Donc les énergies vierges sont des énergies qui sont liées à la rigueur, des énergies qui sont liées à la pureté, des énergies d'organisation, des énergies d'amélioration, d'efficacité. La Vierge, c'est également le signe du travail. La Vierge, c'est le signe de la santé. Donc la Vierge, c'est vraiment le signe, donc le dernier signe de l'été, donc qui sert un petit peu à épurer toutes les énergies qu'on a pu avoir durant les 6 derniers mois pour pouvoir passer et entrer donc dans la phase automnale et la phase hivernale par la suite. Donc ça marque vraiment un point de transition, un point de régule un petit peu à faire, de se débarrasser de ce qui ne convient plus, de se débarrasser de ce qui ne sert plus, de faire le tri dans ses affaires, dans son environnement, dans des situations qui n'ont plus forcément lieu d'être. Voilà, donc ces énergies vierges vont vraiment ce mois-ci, on a été vraiment centré sur ça, d'autant plus que la rentrée a eu lieu, c'est vraiment une phase de reprise, c'est une phase où on passe à autre chose, où on réorganise un petit peu sa vie et donc là on clôt une ambiance, j'ai envie de dire, on va clore cette ambiance pour pouvoir passer dès le lendemain aux énergies balance puisque dès le 22 septembre, le soleil entre en balance. Donc là on sera sur une autre période. On sera sur une période plus d'harmonie où on va mettre en place les choses, mais pour tenter de s'adapter et de trouver l'harmonie, ce qu'on a pu mettre en place le mois précédent. On est sur un degré anarette, donc le 29 degré vierge, qui est le dernier degré. Donc là, on est vraiment sur une phase transformation. On arrête, on clôt le sujet, on passe à autre chose. Et c'est dans ce sens-là où cette éclipse, une éclipse donc qui aura également lieu donc sur ce degré à 29 degrés de la Vierge ce 21 septembre, donc qui fait suite à la précédente éclipse qui a eu lieu en Poisson. Donc si vous vous souvenez, on parlait de la dernière pleine lune en Poisson où on était dans une hypersensibilité, où on était sur quelque chose de très émotionnel, où on était, voilà, le Poisson, c'était plus des énergies d'espoir, des énergies un petit peu irrationnelles. Là, la Vierge, c'est vraiment des énergies cartésiennes, des énergies concrètes, des énergies également mutables, où on passe d'une situation à une autre en douceur. Les choses ont été faites et maintenant, on peut les faire évoluer différemment sous l'énergie de la balance. Voilà un petit peu pour résumer. Alors, cette éclipse qui donc se déroulera sur le 29e degré, donc va impacter automatiquement des domaines de votre vie de façon beaucoup plus forte qu'une nouvelle lune standard. Alors, il faut savoir que les éclipses ont toujours lieu, bien évidemment, durant des phases de soit pleine lune, où on va parler d'éclipse lunaire, puisque la Terre vient entre le Soleil et la Lune, ou une éclipse solaire, où là, on a la Lune qui arrive donc à la conjonction du Soleil. Et là, on est sur une éclipse solaire. Alors,
tous ceux qui auraient éventuellement donc des planètes proches de cette éclipse, alors en général, on prend 2 degrés d'orbe. Donc l'éclipse ayant lieu à 29 degrés, on pourrait prendre 26, 27 degrés, on pourrait prendre jusqu'à 1 degré balance éventuellement. Euh, voilà. Mais sur les éclipses, on va jamais très très loin en termes d'orbe, hein. Alors, on pourrait dire peut-être éventuellement de 25 degrés vierge jusqu'à 4 degrés balance. Des points pourraient être touchés dans vos thèmes, mais de façon générale, on s'arrête toujours sur des degrés très précis, hein, pour les éclipses. Donc, vous pouvez regarder quelle planète vous avez, si vous avez des planètes sur ces degrés précis de la Vierge, mais également, alors les signes qui seront les plus impactés par cette éclipse seront tous les signes mutables, les signes de la croix mutable. Alors, quand je parle de signes mutables, bien sûr, toutes les conjonctions, donc les conjonctions à l'éclipse, donc les signes qui seront en Vierge et notamment dans le dernier décan de la Vierge, les signes en Poisson également, dernier décan Poisson, les signes en Gémeaux, les signes en Sagittaire. Donc là, c'est les 4 signes qui vont être les plus impactés puisqu'on est sur des aspects dissonants. Donc pour vous, ce sera plutôt des événements qui vont un petit peu chambouler vos vies, j'ai envie de dire. Après, tout le reste du zodiaque, ce sera mieux. Ce sera des événements qu'on sentira peut-être pas forcément passer, qui n'auront pas tout du moins autant de force qu'ils pourraient l'avoir pour des signes mutables. Les signes mutables que je viens de citer. Voilà. Donc, alors, le signe de la Vierge, des énergies de rigueur, des énergies de tri, des énergies d'organisation, tout ce qui concerne l'amélioration. Alors, quand je dis amélioration, c'est on gère sa santé, on gère son travail, on essaye de trouver des solutions. On essaye de faire changer les choses, on essaye de passer, de trouver des solutions, puisque la Vierge, c'est ça, la Vierge veut de l'efficacité, c'est un signe de productivité, par le travail, par les efforts, mais c'est également un signe de service, c'est un signe qui est tourné vers les autres. Alors, on n'est pas sur un signe vénusien avec un grand affect, non, on est dans un signe qui veut aider les autres. Voilà, ce sera plus dans ce sens-là. Donc là, on va, comme je vous disais, passer ces énergies et passer sur un autre cycle. On va regarder un petit peu les énergies et les placements précisément sur cette nouvelle lune. Donc la dernière en Vierge. Donc les placements, on peut voir que nous avons Saturne. Donc Saturne qui se situe pile en face de cette nouvelle lune. Voilà, Saturne qui est ici. Alors, Saturne, ça va être l'aspect majeur de cette lunaison, puisque, comme je disais, on est sur une ambiance où on va mettre des choses en place et on va essayer d'avancer avec un côté très cartésien pour avoir quelque chose de concret finalement, pour un objectif concret au final. Et là, on va avoir un petit peu Saturne qui va nous mettre des bâtons dans les roues. Alors, Saturne, c'est quoi? Saturne, c'est la planète du retard, c'est la planète du blocage, c'est la planète de tout, des ruptures. Alors, je vais pas vous dire, tout ça va pas forcément arriver pour tout le monde, bien évidemment. Ça va dépendre également de votre Saturne et en fonction de votre thème. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que Saturne, qu'il soit bon, qu'il soit mauvais dans votre thème, quel qu'il soit dans votre thème, dès qu'on parle de Saturne, on parle de retard et on parle on parle de problème, on parle de lenteur. On parle de choses qui mettent du temps, qui sont lourdes, qui sont difficiles à mettre en place, qui demandent de l'effort, qui demandent du travail, où c'est pesant. C'est un poids, c'est quelque chose à porter. Maintenant, c'est une opposition. C'est-à-dire qu'il est fort probable que ce Saturne ne dépende pas forcément de vous, mais dépende des circonstances extérieures. La Vierge, c'est le signe de la pureté, c'est-à-dire que on aime que les choses soient structurées, soient carrées, soient rangées. Et là, avec Saturne, mais on va pas pouvoir faire réellement on n'aura pas le rendu forcément de ce qu'on a prévu. Par contre, on pourrait l'avoir, mais un petit peu plus tard.
puisque Saturne, pour ceux qui ont un bon Saturne dans leur thème, Saturne est une planète de lenteur, une planète de profondeur aussi. C'est-à-dire que ça va prendre du temps à se mettre en place, mais ça peut se structurer. Et quand c'est en place avec Saturne, ça peut être également quelque chose de très très fort et de très bien construit. Saturne, c'est le socle, c'est la base, c'est la solidité. Donc Saturne n'est pas forcément catastrophique. C'est juste quelque chose qui demande du temps. Alors maintenant, quelque chose qui demande du temps. Sur quoi? Alors Saturne est dans version rétrograde. Alors il a rétrogradé Saturne depuis le 13 juillet. Il est passé en rétro puisqu'il a fait une incursion donc dans le signe du Bélier donc là où il était beaucoup plus dynamique, parce que Saturne, comme je disais, c'est la lenteur, hein, c'est pas la vitesse, c'est pas Mars, Saturne, hein. Donc, Saturne, il se traîne, on traîne les choses. Donc Saturne était passé en Bélier là au mois le 13 juillet et là il est reparti donc en Poisson où il est pas forcément, alors en Bélier il n'était pas forcément à son aise non plus puisqu'il était en exil, hein, parce que Saturne est une planète de lenteur dans le signe de Mars qui lui est un signe de rapidité, c'est un signe de vélocité. Le Bélier c'est un signe qui avance, qui est direct, qui va droit au but. Saturne, non, il pèse, il réfléchit, il sait pas, il va en profondeur, il cherche. Donc, il n'est pas forcément à l'aise non plus dans le signe du Bélier, mais il est beaucoup plus réactif. Dans le signe du Poisson, il tente de maintenir les choses, il tente de trouver sa place, il tente de mettre de l'ordre et de structurer des choses qui ne le sont pas vraiment. Il tente de concrétiser un petit peu, j'ai envie de dire, tous les rêves, les illusions, les espoirs du Poisson. Le Poisson étant un signe donc qui a tendance à un signe immatériel, donc qui a tendance à imaginer les choses. C'est un signe hypersensible, le Poisson. C'est un signe de rêve. C'est le signe de l'illusion aussi, le Poisson. Donc Saturne a tendance à structurer un petit peu le Poisson, mais il est périgrin. Alors il n'est pas en détriment, mais on ne peut pas dire qu'il est Saturne étant une planète de terre, donc dans un signe d'eau, c'est pas là non plus où il est le mieux, mais il tente de remettre de l'ordre. Alors, comme je disais, il est passé en rétrograde là dernièrement, donc ce qu'il faudrait voir, il était déjà dans le signe du Poisson, ce Saturne, exactement, il était dans le signe du Poisson au mois de mai. Il était à 28 degrés du Poisson au mois de mai. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est Saturne est en train de repartir sur le même degré, ce qui veut dire il va balayer 2 fois ce même degré. Donc, ce qu'il faudrait voir, c'est où vous en étiez au mois de mai. C'est-à-dire que Saturne reprend les mêmes sujets du mois de mai qui ont avancé, mais qu'on revoit. En fait, les planètes rétrogrades, en général, c'est souvent une révision. On repasse sur des sujets qu'on connaît, des sujets qu'on a déjà abordés. Et donc là, voilà, moi je vous invite à regarder un petit peu dernièrement ce qui s'est passé, pour voir ce qui est à réviser, pour voir ce qui est à améliorer avec la Vierge, justement, pour faire en sorte, donc il repasse Saturne en version directe à compter du 28 novembre. Donc à partir du 28 novembre, on aura un Saturne beaucoup plus fort et qui va repasser en Bélier et on pourra donc mettre un petit peu aller plus rapidement dans tous nos projets, mettre les gaz, je cherchais le mot, pour concrétiser, parce que Saturne, c'est aussi la concrétisation, concrétiser ce dont on a pu rêver, ce dont on avait envie, mais qui n'était pas au stade de la concrétisation, là, durant, j'ai envie de dire, peut-être ces 6 derniers mois. Maintenant, Saturne était dans le signe du Poisson, il est resté pendant 2 ans et demi. Sur ce signe des 28 degrés, effectivement, c'était au mois de mai, mais on peut quand même, voilà, ça peut être aussi des choses qui ont été mises en place bien avant le mois de mai. Mais le mois de mai, certainement, a pu être
comment dire? Un espèce de passage entre, où on a réalisé que, est-ce qu'on pourrait aller jusqu'au bout du projet? Voyez-vous? Ce serait plus quelque chose comme ça qui nous aurait éventuellement fait douter et là on revient dessus ou qu'on aurait éventuellement aussi pu abandonner. Voilà, donc ça, c'était le premier placement important sur cette nouvelle lune. Le deuxième placement aussi important, c'est ce dont je voulais parler, c'était tout l'aspect relationnel que va mettre en emphase justement cette nouvelle lune. Alors, le maître de cette nouvelle lune, on est sur Mercure. On a un Mercure qui est en balance. Alors, Mercure en balance, c'est quoi? La balance, déjà, c'est quoi? C'est les partenariats. La balance, c'est les collaborations, c'est les partenariats. La balance, c'est l'harmonie. La balance, c'est les autres. Comment on s'entend avec les autres? Mercure est une planète d'échange. Mercure est une planète de communication. Si on regarde où est Vénus, qui elle-même est maître de la balance, elle est chez Mercure. Donc, on a une réception mutuelle. Alors, par contre, on a deux signes en aversion. Donc, ce qui veut dire que réception mutuelle, mais pas entièrement, puisqu'on n'a pas des signes les planètes ne s'entraident pas. Elles sont côte à côte, elles ne se voient pas. On n'est pas sur des aspects majeurs comme on pourrait l'être comme on doit l'être, j'ai envie de dire, dans l'astrologie traditionnelle. Des signes en aversion, c'est des signes qui ne se voient pas. C'est-à-dire qu'il y a une petite aide, mais elle est discrète, elle est subtile. Voilà. Mercure va travailler pour Vénus, Vénus va travailler pour Mercure, mais chacun dans leur coin. C'est-à-dire que on peut ressentir un complément. Finalement, ça convient, ça peut aller. Mais on ne peut pas dire que ces planètes vont se soutenir l'une l'autre, hein. Alors, quand je disais sur ces deux planètes, on va parler essentiellement, alors Vénus, qui est la planète du lien, qui est la planète des amours aussi, c'est la planète des valeurs, les valeurs qu'on se donne, les valeurs, ce qu'on souhaite avoir dans la vie, ce qu'on n'aime pas, c'est ça Vénus. Et donc là, chez Mercure, signe de l'échange, signe de la communication, comment on aime échanger. Alors, quand je parle de Mercure, bien sûr, échange, communication, ça veut dire aussi toutes les signatures, ça veut dire les contrats, ça veut dire les ventes, ça veut dire tout ce qui est les échanges de façon générale, tout ce qui est commerce de façon générale. Mercure, c'est aussi ça. Et donc, ces deux planètes, elles vont travailler ensemble subtilement, hein, donc ça va pas, voilà, ça va pas être quelque chose d'assez qu'on va vraiment ressentir très très fort. Par contre, ce qu'on pourrait ressentir avec ce Mercure, c'est que on a un Mercure qui est trigone à Uranus. Alors ça, on va peut-être plus le ressentir. Alors pourquoi? Uranus, c'est la planète des événements soudains, des événements inattendus, de ce qu'on n'attendait pas forcément. Voilà, Uranus, ça arrive comme ça, sans prévenir. C'est vraiment une planète où tout peut arriver. Alors autant le meilleur comme le pire, c'est la surprise, Uranus. Et donc Mercure trigone Uranus, alors on l'a en trigone, donc ce qui est pas mal. Donc on pourrait avoir des bonnes nouvelles, on pourrait avoir des choses assez inattendues au niveau du relationnel, comme je disais tout à l'heure au niveau des échanges, des nouvelles rencontres. Dans le signe du Gémeaux, c'est tout ce qui concerne les rencontres, tout ce qui concerne les déplacements, tout ce qui concerne les signatures, tout ce qui concerne les transactions aussi. Mercure, voilà, c'est tout ce qui concerne aussi la parole. Alors, faire attention aussi de ne pas être trop vif, de ne pas être trop sur voilà, trop sensible, trop sur les dents comme ça, à répondre du tac au tac aux gens, être un peu plus calme parce que Mercure-Uranus, souvent, ça peut être assez volubile, hein. On peut un peu aussi monter dans les tours. Donc là, en plus, un Mercure en balance, la balance étant quand même un signe cardinal, donc c'est un signe qui est assez rapide, c'est un signe qui entreprend les choses, c'est un signe d'initiative, c'est un signe qui lance les projets. Donc avec Uranus, ça peut être aussi très positif, mais
il faut quand même rester dans les clous parce que Uranus pourrait vite nous mettre un petit peu, nous faire sortir de nos gonds de façon générale. Alors la balance, c'est un signe, comme je vous disais, donc cardinal, un signe qui initie les choses, pardon. C'est un signe masculin, donc un signe qui prend des décisions. Et c'est un signe d'air surtout. Donc Mercure en balance, c'est vraiment son élément, puisque Mercure étant la planète de la communication, des échanges, des transactions et des déplacements, dans un signe qui signifie la même chose. Donc les analogies se rassemblent, et donc on est vraiment sur un Mercure tout feu tout flamme, dans le signe de Vénus, j'ai envie de dire, de la négociation, discuter, échanger, voilà, s'intéresser à l'autre. Est-ce qu'on peut pas trouver des compromis? Voilà, c'est aussi ça, Mercure en balance, hein. C'est pas je m'affirme et moi je décide tout seul. Non, parce qu'en balance, notamment que, comme je disais, on a aussi cette Vénus chez Mercure, on est... on va avoir vraiment des échanges pour s'accommoder à l'autre. D'autant plus qu'on est, si on rejoint un petit peu toutes ces énergies, on est sur une nouvelle lune vierge où on est aussi au service de l'autre. On est dans un signe mutable, le signe de la Vierge. Donc un signe qui s'adapte, un signe qui prend en compte les besoins de l'autre pour que moi je puisse avancer. Alors, effectivement, Saturne va un petit peu jouer son rôle, le rôle de Saturne, qui est malheureusement souvent le même, le rôle des blocages, des petites problématiques, mais bon, c'est pas non plus, voilà, c'est pas irréversible, hein, puisque là, il va repartir direct dans 2-3 mois. Donc, comme je disais, le 28 novembre, donc voilà, il y a 2-3 mois, 2 mois à attendre pour que les choses repartent tranquillement en version directe, et où là on sera déjà mieux, hein. On aura plus Saturne opposé au Soleil surtout. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les énergies de cette nouvelle lune. Maintenant, on peut regarder quels signes seront les plus impactés. Alors, les plus impactés, j'ai fait ma petite liste. Donc, alors, comme je disais tout à l'heure, les signes les plus impactés, bien évidemment, ce sera les signes qui sont au carré de cette nouvelle lune. Alors, les signes qui sont au carré, donc les signes mutables. Donc, Vierge, Poisson, Sagittaire et Gémeaux. Voilà. Alors ça va être les 4 signes qui pourraient être les plus chamboulés, j'ai envie de dire, par tout ça, où il y aura quand même pas mal de remue-ménage, pas mal de changements dans les vies. Alors je vais vous indiquer les différentes maisons qui vont être impactées à vous, donc en fonction de votre ascendant. Alors vous regardez l'ascendant, hein, vous regardez pas le signe solaire, puisque donc on travaille donc avec les signes entiers, hein. C'est un horoscope que je vais intituler généraliste, c'est-à-dire que dans la tradition notamment, on travaille beaucoup avec les signes entiers, c'est-à-dire qu'en fonction de là où est votre ascendant, vous aurez une maison 2 qui sera dans un signe, une maison 3 dans un autre, une maison 4 dans un autre. Voilà, on n'est pas sur des demi-maisons, sur des signes interceptés, tout ça. Donc on a un aspect beaucoup plus généraliste, mais qui est quand même très pertinent. Donc, toujours se baser bien évidemment sur l'ascendant. Alors, pour le signe de la Vierge, bien évidemment, cette nouvelle lune va intervenir dans votre maison 1 au 29e degré. Donc, en sachant que les éclipses, ça je l'ai pas dit, les éclipses, ça dure sur une période de 6 mois. Donc, ce sera pas seulement une nouvelle lune qui aura un impact durant 2 semaines ou durant 1 mois. Non, c'est des grosses transformations qui peuvent être radicales parfois, notamment pour tous les signes que j'ai cités. Ça peut être des transformations assez importantes, mais dans les 6 mois qui vont venir. Donc, pour la Vierge, ça va être de façon générale sur leur destin. Puisque la Vierge, cette nouvelle lune agit dans leur maison 1. Donc la maison 1, c'est aussi la maison qui retrace un petit peu toute la vie.
On a toute la vie sur un ascendant. Tout le destin du natif est dans l'ascendant. La planète de l'ascendant indique vraiment de façon globale et générale ce vers quoi le natif tend. C'est-à-dire que autant sur le côté corporel, à quoi il ressemble, quel est son comportement, comment il s'adapte aux autres, son caractère, sa santé aussi, la façon dont il se présente aux autres, son style, qu'il soit vestimentaire, qu'il soit... voilà, c'est le natif d'ordre général. Donc, pour le signe de la Vierge, donc grosse transformation dans la vie en général. Pour les balances, alors pour les balances, ce sera la maison 12. Alors la maison 12, c'est la maison du passé. Donc, ce sera peut-être le moment de clore des dossiers, de clore des sujets, des fins de cycle, tout simplement, des fins de cycle. Alors, ça peut être des ruptures, ça peut être des éloignements, ça peut être aussi un exil, un voyage, un repos, une retraite, des vacances, un besoin de se mettre en retrait un petit peu de la vie, de tout ce qu'on a vécu là dernièrement et de faire un espèce de break. La maison 12, c'est également la maison de la spiritualité, une maison où peut-être on aurait envie de se revenir à soi, qui on est à l'intérieur. Voilà, tout le côté introspectif, le côté introspection, clore quelque chose, se mettre à l'écart et s'écarter un petit peu du monde pour réfléchir un petit peu à sa vie. Alors après, on aura les scorpions. Les scorpions, ce sera la maison 11. Alors la maison 11, c'est la maison des amis. Alors la maison 11 étant la maison des amis, c'est la maison des aides, des soutiens. C'est la maison aussi de toutes les réussites, c'est la maison des objectifs. La maison 11 est une très belle maison en fait. En astrologie, c'est une des meilleures maisons. Donc en astrologie traditionnelle, elle est considérée comme la meilleure maison avec la maison 9 et la maison 5. Voilà, ces trois maisons relativement positives. Après, il faut regarder par rapport à votre thème quelles sont les planètes qui régissent cette maison pour pouvoir vraiment déterminer. Alors, avec une nouvelle lune, on ne peut pas déterminer, n'ayant pas votre thème sous les yeux, je ne peux pas vous dire elle va être positive pour vous, elle va être négative. Non, puisque ça va dépendre de vos planètes personnelles. Là, je dresse un plan général, je vous donne les maisons qui vont être impactées, mais ça ne veut pas dire, je ne peux pas vous dire si ce sera en positif ou en négatif. Ça, c'est en fonction de votre thème et de vos planètes. Voilà, en fonction des maisons, en fonction des planètes qui régissent ces domaines de vie. Donc pour la maison 11, donc comme je disais, ce sera pour la maison 11, ce sera les scorpions, donc qui seront impactés avec leur maison 11. Donc les amis, les soutiens, les résultats du travail, le salaire éventuellement, tout ce qui est, quand je dis les résultats du travail, ça peut être également les tickets restaurants, ça peut être la voiture de fonction, ça peut être tout ce qui est du ressort en fait du travail. Voilà. Les concrétisations professionnelles, ça peut être aussi les projets, voilà, des projets qui prennent forme ou pas. Mais bon, une transformation de façon générale. Alors, comment il faut le comprendre sur toutes ces maisons-là que je suis en train de vous énoncer, c'est les énergies vierges dont je vous parlais auparavant. Il faut les appliquer par rapport au domaine de vie qui vous concerne. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure des énergies vierges, des énergies de structure, des énergies de, de rigueur, des énergies de tri, d'organisation, de service aussi à l'autre, voilà, de productivité, la santé aussi, le travail, puisque la Vierge, c'est le signe du travail, c'est un signe qui travaille sans compter, la Vierge, un signe de terre très concret, très matérialiste, il faut du résultat avec la Vierge. Donc ça, donc toutes ces énergies dont je vous parle, vous les répercutez sur les maisons dont je vous parle en fonction de vos signes. Voilà, donc pour le Scorpion, maison 11. Pour le Sagittaire, ce sera la maison 10. Alors la maison 10, c'est la maison des réussites professionnelles. Alors c'est la maison de la carrière, la maison 10. Donc la maison 10, c'est la maison des grandes actions. C'est la maison de la visibilité. Comment on est vu par rapport aux autres?
comment les autres nous perçoivent. Voilà, ce qu'on fait montrer aux autres. Alors, c'est pas forcément, on peut ne pas travailler et avoir une très forte maison 10. La maison 10, ça peut être aussi quelqu'un qui est sans emploi, ça peut être un retraité, il peut avoir une très forte maison 10, c'est la visibilité. C'est-à-dire que s'il est, responsable du club de golf du village, et ben, c'est sa maison 10. C'est pas une maison forcément du travail, c'est la maison où on acquiert un statut, quel qu'il soit. Quel qu'il soit, c'est pas forcément le statut en général dans la vie courante, c'est le statut professionnel, puisqu'aujourd'hui on est reconnu très souvent par notre profession. La profession, voilà, de façon générale, ça forge quelqu'un, j'ai envie de dire. Donc c'est pour ça que la maison 10 est associée à la profession. Mais quand on n'en a plus, ou quand on n'en a pas, ou quand on est jeune, ou pour les adolescents, eh ben c'est le fait qu'il soit délégué de la classe. Voilà. Si c'est à l'école, la maison 10, c'est le délégué de la classe. Voyez-vous? Voilà un petit peu comment il faut le prendre. Donc, ces énergies d'organisation, d'épurer les choses, de faire le tri, de savoir un petit peu, ou de blocage, puisque là, on avait Saturne justement en face de cette nouvelle lune, vont intervenir éventuellement dans cette maison 10. Alors, je redis encore ce que j'ai déjà dit, mais je préfère que ce soit bien compris. Saturne ne veut pas forcément dire que c'est catastrophe, que c'est négatif et que tout va s'arrêter. Saturne, c'est aussi une planète de construction. Donc sur une maison 10, si vous avez un bon Saturne et si vous avez un thème qui s'y prête, et comme toujours, il faut regarder le thème, des thèmes personnels et pas des thèmes généraux, eh ben, ça peut être aussi la construction. On avance doucement, on prend du crade dans son travail et on finit par avoir une certaine reconnaissance aussi dans son travail. Avec du travail, Saturne. Saturne, c'est toujours avec du travail, avec de la lenteur. Saturne est assez pesant de façon générale. Même les réussites avec Saturne, même les constructions, elles sont longues, elles sont pénibles, elles sont pesantes. C'est vraiment le principe de Saturne. Donc ensuite, pour le Capricorne, on sera sur la maison 9. Alors la maison 9, c'est la maison des voyages. Alors c'est la maison des voyages, c'est la maison des grandes pensées, c'est la maison de la philosophie. La maison 9, c'est une maison de la psyché. C'est-à-dire, c'est la psyché en profondeur. On n'est pas sur la maison 3 où là, c'est des pensées de la vie au quotidien. Non, on est sur la maison 9, on veut voir plus grand, on veut quelque chose de plus. La maison 9, c'est le lointain, c'est l'étranger. C'est des choses qu'on ne connaît pas, c'est de la découverte. On veut découvrir quelque chose de nouveau parce qu'on a envie d'évoluer. C'est l'évolution. De façon générale, la maison 9 est une maison d'évolution, mais c'est pas réellement une maison d'action. Ce serait plus d'évolution personnelle. C'est-à-dire, c'est la maison de l'apprentissage, c'est la maison du professorat, c'est la maison où on apprend des choses, où on évolue par la pensée, on évolue par l'intellect. Mais c'est pas l'intellect de la maison 3. La maison 3, c'est la découverte, l'intellect basique. On apprend les maths, on apprend le français, on apprend quelque chose de nouveau. Voilà. La maison 9, c'est vraiment la maison qui va au-delà de ça. On approfondit les sujets et on peut aller loin dans les sujets. C'est la maison des experts, de l'expertise, la maison 9. Donc, Capricorne, maison 9, donc maison plus de la pensée. Donc, c'est moins une maison d'action. Hein. On n'est pas comme la maison 10 ou la maison 11. Pour les Verseaux, on sera sur la maison 8. Alors, la maison 8, alors là, c'est une maison de transformation. Donc, pour les Verseaux, on sera sur une nouvelle lune. Hein. Donc, nouvelle lune, nouveau cycle. 29e degré, degré Anarette, donc degré très transformateur, puisqu'après, comme je disais, on passe à l'équinoxe du printemps, on passe sur le signe de la balance et on passe sur vraiment une ambiance qui sera vraiment très différente, où il faudra rétablir une harmonie par rapport à ce qui aura été créé en amont. Donc pour les Verseaux, on sera vraiment sur quelque chose de transformateur. Donc la maison 8, c'est l'analogie avec une nouvelle lune, c'est la maison des événements soudains, inattendus, c'est la maison des pertes. Ça peut être aussi la maison des deuils. Alors, quand je dis perte, deuil, faut pas paniquer, ça veut pas dire tout le monde va mourir. Non, pas du tout. Ça veut dire qu'il faut faire le deuil sur une situation.
Il faut se dire: «Bon OK, ça c'est bon, ça j'en veux plus». C'est une période, c'est une maison, j'ai envie de dire, c'est une maison de transition. Alors c'est des transitions dans la maison 8 qui sont jamais très joyeuses. Voilà, c'est pas une maison joyeuse, hein, il y en a il y en a qui sont beaucoup plus heureuses parce que c'est une maison où on passe d'une étape à une autre. Donc, eh beh, ça amène, tout ce que ça amène. Donc un peu de alors soit ça peut amener de la souffrance, ça peut amener, alors ça pourrait amener éventuellement aussi des maladies. Bon, tout le monde ne sera pas malade, mais ça peut juste amener aussi de la déprime. C'est juste un passage un petit peu noir, un petit peu tendu, où on n'est pas bien, on se sent pas super bien, voilà. Ou qu'il faut passer pour pouvoir atteindre juste derrière, après la maison 8, c'est la maison 9, celle dont je parlais, tout à l'heure, pour pouvoir aller au-delà et viser la maison 9. C'est pas la fin des choses, la maison 8, c'est un passage. C'est un passage qui est pas toujours facile à entreprendre et donc c'est bien de le savoir. C'est bien de se dire: «Bon, bah, là, voilà, Saturne, il est là, moi j'ai quand même pas mal de problèmes là, là, là. De toute façon, c'est comme tout, ça va passer, hein. Dans la vie, rien ne dure, donc ça va passer. Il faut juste prendre son mal en patience. Alors ça peut durer, une période de 6 mois, mais comme je vous disais, c'est pas vous qui serez forcément, les signes les plus impactés. Donc voilà, ce sera une petite période de down, pas cool, mais qu'il faudra, surmonter. Ensuite, pour, les poissons, justement, donc ce sera leur maison 7. Alors la maison 7, c'est la maison du couple, la maison des collaborations, la maison des partenariats. C'est aussi la maison du commerce, la maison des transactions, la maison des échanges. Donc si vous souhaitez, vendre quelque chose, vendre votre appartement, échanger quelque chose, les rencontres éventuellement, une rencontre amoureuse, des rencontres amicales, c'est tout ce qui est de façon générale qui concerne les autres. Maintenant, quand je parle des autres, on est sur des relations, enfin des collaborations entre guillemets «officielles». Hein, c'est pas des flirts, c'est pas des gens qu'on rencontre et qu'on voit plus, non. Les gens qu'on rencontre et qu'on voit plus, ce serait plus la maison 5. Hein, ce serait plus les rencontres furtives, les rencontres légères. Les rencontres de la maison 7, c'est plus des gens avec qui on collabore, avec qui on travaille, avec qui on passe du temps. C'est le conjoint, c'est le mari. Si on parle des amours, ce sera plus la maison 5. À partir du moment où on vit ensemble, on se voit tous les jours, la relation est officielle et tout le monde sait qu'on est ensemble, on passe à la maison 7, hein, pour que ce soit bien clair. Donc la maison 7 pour les poissons, maison des partenariats, ça peut être des contrats aussi, ça peut être, c'est la maison des autres, de façon générale, là où c'est officiel et où c'est acté quelque part. Pour, les béliers, ce sera la maison 6. Donc la maison 6, c'est la maison du quotidien. Alors la maison 6 en astrologie moderne cette fois, donc c'est la maison de la Vierge. La maison 6, c'est la maison de la Vierge, donc la maison de la routine, la maison des quotidiens, la maison des efforts qu'on fait tous les jours, la maison du service, donc la maison des employés de maison aussi, de tous les gens qui sont à notre service. Ça peut aller du jardinier à la femme de ménage, aux gens qui sont sous nos instructions, hein, voilà, ça peut être l'employé, c'est la maison des employés. C'est-à-dire que c'est la maison, si vous êtes employé, dans une société, l'ambiance au travail, ça se passe dans la maison 6. Si vous voulez voir comment se passent, les choses, dans votre travail, eh ben, vous pouvez regarder. Si vous êtes le patron, ce sera la maison 10. Si vous êtes l'employé, ce sera la maison 6. Donc, pour les béliers, ce sera cette maison 6, la maison du quotidien, les efforts à fournir pour les efforts aussi de l'hygiène de vie. Un régime, éventuellement, la façon dont on prend soin de soi, la façon dont on prend soin des autres, la façon dont on prend soin de sa vie de façon générale, la façon dont on mange, la façon dont on dort, la façon dont on interagit avec la vie extérieure et la façon surtout dont on rend service aux autres. Voilà, c'est ces domaines de vie-là qui vont être impactés. Donc maintenant, vous regardez dans votre vie comment ces énergies vierges de restructuration, d'organisation, d'une évolution en fait, parce que la Vierge c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on fait le tri pour pouvoir avancer, on se sépare de ce qui fonctionne plus la Vierge. La Vierge c'est la maison 6. Après la Vierge on passe à la Balance et là on passe sur des planètes qui sont collectives, pas des planètes, des signes collectifs.
Tandis que du bélier jusqu'à la vierge, on est encore sur des signes personnels. Donc c'est le dernier signe de l'été. Donc c'est le moment où on fait le ménage, le moment où on trie, le moment où on dit ok, ça je garde plus. Donc dans la maison du quotidien, ça concerne votre vie de façon générale. Votre vie au quotidien, ce que vous faites tous les jours. Pour les taureaux, ce sera la maison 5. La maison 5, c'est tout ce que vous aimez. Alors, c'est vos créations, ce que vous faites. Ce que vous faites et ce que vous aimez faire surtout. C'est pas ce que vous faites parce que vous êtes obligé de le faire. C'est ce que vous faites parce que ça vous tient à cœur. C'est tous. Alors, la maison 5, en fait, en astrologie médicale, je le retiens un petit peu comme ça parce qu'il y a vraiment une analogie qui, pour moi, est assez forte. Donc, l'analogie du soleil. L'analogie aussi du cœur. C'est tout ce qui nous tient à cœur et qui nous fait rayonner la maison 5. Alors c'est la maison de Vénus en astrologie traditionnelle, mais c'est aussi en astrologie moderne cette fois, on serait sur la maison du lion. Et là, on est sur la maison du soleil. Donc, ça va concerner les amours, ça va concerner les relations qui nous font plaisir, ça va concerner ce qu'on fait qui nous fait plaisir, ça va concerner les jeux, c'est tout ce qui est ludique et c'est tout ce qui est également créatif. La maison 5, c'est aussi une maison de l'intelligence. Alors quand je parle d'intelligence, on n'est pas sur la profondeur de l'intellect qu'on pourrait retrouver dans la 8, pardon. Parce que la maison 8, c'est une maison de recherche. C'est une maison, ou la maison 9, où on est sur une maison intellectuelle. La maison 8 étant une maison où on creuse, où on cherche, où on va au fond des choses, voilà. Et la maison 9, c'est une maison où on s'élève intellectuellement. La maison 5, c'est la maison où on déploie naturellement notre intellect de base. C'est-à-dire, c'est l'intelligence émotionnelle. C'est la façon dont on est, dont on interagit spontanément avec les gens sans réfléchir parce qu'on a cette intelligence naturelle. Donc, cette maison 5, pour vous les taureaux, ce sera une maison où on va réorganiser sa vie, donc réorganiser parce que la Vierge, donc sa vie pour pour ses enfants, pour ce qu'on crée, pour ses œuvres, pour ce qu'on met, pour tout ce que... C'est la façon dont on se présente, dont on présente notre créativité, dont on se développe vers les gens. Voilà, dont on s'exprime au monde. Les amours aussi. La maison 5, très souvent, c'est les amours. Donc, éventuellement, réorganiser sa vie amoureuse si elle est un peu chaotique. Des fois, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, on a les Gémeaux. Donc, pour les Gémeaux, ça va être aussi un signe qui va être très impacté, les Gémeaux, qui est un signe mutable également. Donc, ça va impacter votre maison 4. Donc, ascendant Gémeaux, maison 4. La maison 4, c'est quoi? C'est le foyer. C'est chez vous, c'est votre intimité. C'est ce que les gens ne voient pas. C'est ce qui vous concerne, vous et vous seul. Les autres n'ont pas de vue là-dessus. Et donc, vous allez peut-être éventuellement réorganiser la maison, décider de changer le papier peint, décider de ranger chez vous, parce que la Vierge, c'est l'idée aussi de ranger les choses. Également, et dans la famille, instaurer des nouvelles directives, des nouvelles façons de faire, un nouveau planning familial éventuellement, au niveau de la famille dans le sens général. Et vous, dans votre vie personnelle, dans votre intimité, qu'est-ce que vous, intérieurement, vous souhaitez changer? Mais quelque chose, les choses que les gens ne verront pas forcément, mais qui vous aidera vraiment. C'est le socle. C'est le socle c'est le socle du natif, en fait, la maison 4. Voilà, c'est tout ce qui... C'est les parents. La maison 4, c'est les parents. Plus précisément, c'est le père. C'est les fondements du natif. C'est là d'où il vient. C'est son éducation. Voilà, donc qu'est-ce qu'on va changer? Qu'est-ce qui va être transformé dans ce domaine-là? Pour vous, les Gémeaux. Et donc, comme je vous disais, un signe assez impacté normalement. Cancer, c'est la maison 3. La maison 3, c'est la maison des déplacements. Donc ça va être la maison donc des déplacements, c'est la maison de la pensée aussi, la maison 3. C'est la maison de la pensée pratique. Donc c'est une maison aussi des compétences.
On met en application des choses. La maison 3, c'est une maison d'action, c'est une maison d'initiative. Mais en maison 3, on va pas faire des grandes choses. En maison 3, on va prendre des petites décisions qui vont améliorer la vie quotidienne. C'est-à-dire, ouais, des petits déplacements, on va changer de route pour aller au travail, on va changer de façon de faire, on va prendre des initiatives, mais pas des initiatives qui vont impacter, qui vont impacter l'extérieur, non, non, des initiatives qui vont améliorer et faire évoluer notre vie quotidienne, la routine quotidienne. C'est une maison de compétences. C'est une maison où on met en application les choses. Autant la maison neuve, c'est une maison où on apprend les choses. C'est une maison où on engrange de la connaissance. C'est la maison du professorat. La maison 3 qui est juste en face, c'est une maison où on met en pratique. C'est une maison où on travaille les choses pour les mettre en œuvre et pour en faire quelque chose, mais dans sa vie personnelle, pour évoluer soi à titre personnel, pour faire évoluer sa pensée à titre personnel. Voilà, on ne parle pas de la maison 10, c'est pas des choses qui sont forcément extra visibles, mais voilà, elle a quand même le mérite d'exister. Elle est quand même relativement importante, cette maison 3, puisque toute notre vie quotidienne est quand même souvent basée sur la maison 3. C'est aussi c'est la maison des Gémeaux, c'est la maison de l'écriture, c'est la maison de l'expression, comment on s'exprime, comment on parle. C'est tout ce qui sort du natif, en fait. C'est tout ce que le natif exprime par sa communication. Voilà, donc ça peut être, ses compétences, ça peut être sa pensée, c'est ce qu'il pense, c'est ce qu'il fait, c'est ce qu'il a envie de faire, voilà, c'est tout ça. Ensuite, le lion, maison 2. Donc la maison 2, c'est la maison de l'argent, des finances, c'est la maison de la sécurité, je dirais de façon générale, hein, pour pas s'arrêter aux finances, c'est la sécurité du natif. C'est-à-dire tout ce qui rend le natif en sécurité. Alors, en général, c'est le matériel. C'est tout ce qu'on accumule, c'est tout ce qui rentre de façon littéralement. Alors, littéralement, la maison 3, c'est tout ce qui sort du natif. Donc, quand il parle, quand il s'exprime, voilà, c'est tout ce qui sort. La maison 2, c'est tout ce qui rentre. Donc, c'est la nourriture. Comment le natif se nourrit. Donc ça, c'est quand même un socle de l'existence. Si on est mal nourri, bah, c'est le socle de l'ascendant, parce qu'après, on part sur la maison 1. Donc, c'est comment on est nourri. C'est comment aussi, c'est l'argent qu'on gagne, puisque l'argent, ça permet de vivre, ça maintient quand même un niveau de vie et c'est un socle. Tout le côté matériel du natif qui le rend confiant pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, ça peut être des choses, ça peut être des objets, ça peut être les finances, ça peut être l'argent, ça peut être faire un régime alimentaire, par exemple. C'est aussi la parole. C'est aussi la parole, puisque en l'astrologie médicale, la maison 2, c'est la bouche. Donc, c'est ce qui se dit, la façon dont on est compris aussi par rapport aux autres, ce qu'on dit à l'extérieur et ce que les autres nous disent, ce qu'on intègre par rapport à ce qui est dit des autres aussi, la maison 2. Donc ça pourrait, on pourrait, voilà, peut-être on pourrait reconsidérer si on intègre en fait les énergies vierges avec cette maison 2, on pourrait éventuellement reconsidérer la façon dont on prend les choses à cœur quand les autres, nous parlent ou la façon dont on s'exprime aux autres. On pourrait reconsidérer, restructurer nos finances, trouver, des nouveaux plans pour épargner, une nouvelle structure dans la gestion de nos finances, une nouvelle façon de s'alimenter aussi, parce que la maison 2, comme je disais, c'est aussi la maison de l'alimentation. Voilà, c'est tout ce qui maintient le natif en vie, la maison 2. Bon, bah, je pense que là, j'ai fait le tour des 12 signes. Donc comme je vous disais, les 4 signes impactés, signes mutables, Vierge, Poisson, Sagittaire et Gémeaux. Et puis voilà, je vous souhaite une belle éclipse, des belles transformations très positives, donc durant 6 mois. Et puis, bah, je vous souhaite tout simplement une belle nouvelle lune et je vous dis à la prochaine. Au revoir.